Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors déjà, pour le vocabulaire, hein, en 2 mots, pourquoi mécanique du point? Parce qu'on va considérer, comme vous l'avez fait d'ailleurs en terminale, on va considérer le système comme un point matériel, c'est-à-dire qu'on va simplifier l'étude en disant que l'objet qui nous intéresse, celui dont on cherche à prévoir le mouvement, on va le réduire à un point. On va concentrer, on va imaginer que toute sa masse est concentrée dans un point. Par exemple, le centre de gravité, le centre de l'objet de manière un petit peu vague. Et donc, les équations qu'on va écrire ne nous permettront pas de savoir, par exemple, comment l'objet tourne sur lui-même, puisqu'il va être réduit dans nos équations à un point. Il va juste nous permettre de savoir comment va se déplacer ce point qui représente en gros le centre de l'objet. Donc c'est une simplification. Par contre, dans le cours M2, mécanique du solide, on rajoutera cette petite fioriture qui est les rotations, qui sont les rotations de l'objet autour de ce centre de gravité, par exemple. Voilà. Donc, alors ce cours-là, d'ailleurs, le cours de mécanique du solide, vous le ferez tout à la fin de l'année avec Monsieur Toupens. Et puis en 2e année, pour certains, je ne sais pas si tout le monde le fait maintenant avec les différentes options, vous ferez de la mécanique des fluides, et puis après de la mécanique du solide déformable. Donc ça, c'est peut-être uniquement dans les cours de spécialité. Voilà, donc j'ai mis préambule, rappel de géométrie. Alors je vais mettre rappel avec des guillemets, parce que je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez fait, si tout ce que je vais dire est un rappel. Donc rappel de géométrie, je ne vais discuter que de ce qui va servir effectivement dans ce cours. Rappel de géométrie. J'introduis ou je rappelle ce qu'on appelle des bases de vecteurs. Donc ce dont on se sert quasiment toujours en mécanique du point, ce sont des bases orthonormées, directes. Voilà. Alors, j'entoure quelques lettres, parce que comme c'est un petit peu long à écrire, on s'en sert tout le temps, mais c'est long à écrire, donc on va utiliser comme abréviation, on va utiliser les lettres qui sont là, B-O-N-D. Voilà. Donc moi j'écrirai ça, donc son nom est Bond, pour une base orthonormée directe que je vais définir maintenant. Alors, donc qu'est-ce que c'est qu'une base? Bon, ça veut dire que, ça vous avez déjà vu ça en mathématiques, si j'ai une base de vecteurs, ça veut dire que par combinaison linéaire, je vais pouvoir créer n'importe quel vecteur de l'espace. Donc il suffit pour ça d'avoir 3 vecteurs linéairement indépendants. Donc je mets vecteur indépendant, je mets 3 vecteurs indépendants si on est dans l'espace. Bien sûr, dans le plan, il suffit d'en avoir 2, des vecteurs indépendants. Ortho, ça veut dire, ça vient de l'orthogonalité. Donc ces 3 vecteurs indépendants, je vais les appeler, par exemple, E1, E2 et E3. Donc si je travaille dans l'espace. Ortho, ça veut dire quoi? J'écris en dessous. Ortho, ça vient de orthogonal. Donc, allez, je l'écris. Donc, ça veut dire que E1 est perpendiculaire à E2, E2 est perpendiculaire à E3, etc. Et il reste aussi donc E1 perpendiculaire à E3. Et normé, ça veut dire qu'ils ont tous la norme 1. La longueur de ces vecteurs, c'est 1. Donc normé, norme de E1 égale norme de E2 égale norme de E3. Voilà. Alors là, j'ai utilisé E1, E2, E3. Ce n'est pas la seule notation possible. Moi-même, il se pourrait que, suivant les exercices, j'utilise d'autres notations. Une notation très courante, c'est EX, EY, EZ, correspondant à 3 axes X, Y, Z.
Et puis il y a une autre notation, c'est UX, UY, UZ. Et là, le U, ça renvoie à unitaire. Unitaire, ça veut dire la même chose que de norme 1. Oui? Non, une base pour l'instant, c'est juste des vecteurs. Alors qu'un repère, il faut associer, on va le faire après. Quand on parle de repère, on a un point origine qu'il faut introduire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire? Direct. Alors ça, voilà, c'est peut-être nouveau pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'une base directe ou une base indirecte? Eh bien, je vais dessiner, par exemple, une base directe correspondant à ce que j'ai d'ailleurs sous les yeux. Donc, j'ai un vecteur. Regardez ce que je veux représenter en perspective. Je vous le montre parce que je ne suis pas très bon en dessin. Voilà, j'ai mon vecteur, je vais l'appeler E1, par exemple, le vecteur bleu. E2, ça sera le vecteur vert. Et E3, ce sera le vecteur rose. Voilà. Donc, ils sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. On peut décider de manière complètement arbitraire qu'ils ont tous une norme 1. Voilà, tout dépend du choix de l'unité. Et en plus, quand ils sont comme ça, E1, E2, E3, ils forment une base directe. Je le dessine, puis après on discute de ce que ça veut dire. Voilà, donc j'essaie de faire un truc qui ressemble à ça en perspective. E1, ensuite E2, j'ai mis en vert. Et E3 en rose. En rose ou en... J'ai pas de rose, je vais mettre du orange. Comme ça. Voilà. Donc ils sont tous perpendiculaires les uns aux autres. Alors je sais pas, on peut, si vous voulez, pour vous souvenir de ce que je viens de vous montrer, on peut faire des petits symboles comme ça pour dire E1 perpendiculaire à E2. Hein, on est en perspective, donc il faut faire attention aux angles. E2 perpendiculaire à E3. Et puis voilà, c'est pas facile à faire sans tout mélanger. E1 perpendiculaire à E3. Donc déjà c'est bien une base orthogonale. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est direct? Quand on a choisi E1 et E2, on aurait très bien pu prendre le vecteur E3 dans l'autre sens, dans le sens opposé. Et dans ce cas, on dit qu'on aurait une base indirecte. Donc voilà ce qui définit une base directe, c'est que quand vous passez de E1 à E2, le E3, vous le prenez comme ça vers le haut. Alors, il y a plusieurs façons de se représenter ça. Hein. Donc moi j'ai tendance à penser à ça quand je pense aux bases orthonormées directes. Hein. Je m'imagine que je tourne de E1 à E2. Hein. Donc quand je passe de E1 à E2, je tourne comme ça. Et après, pour E3, je monte. D'accord ? Voilà. Alors, ça a peut-être l'air évident là, quand je vous montre ça avec les couleurs. Mais après, il faut savoir le faire pour n'importe quelle base. Alors, il y a une règle pour s'aider à se représenter ça. Alors, il y a plusieurs règles, je vous en montre une déjà. C'est la règle dite de la main droite. Alors, quand vous mettez votre main, vous voyez, il y a un axe X, ça correspond au premier vecteur. Imaginez que E1 est suivant votre pouce, hein, suivant l'axe X. Un axe, c'est une droite avec une orientation. E2, il est suivant Y. Eh bien, voilà, quand vous faites ça avec la main, eh bien forcément, ce doigt-là, vous n'allez pas pouvoir le faire partir en arrière. Il va se mettre comme ça. Donc le troisième doigt, il donne E3, de telle sorte que E1, E2, E3 soit une base orthonormée directe. D'accord ? Voilà. Donc vous pouvez, comme moyen mémotechnique, vous pouvez faire une référence à ce polycopier ou couper-coller et le mettre à côté. Donc moyen, ça c'est une base directe. Des fois, ces trucs-là, ces bases que j'ai représentées là en perspective, on préfère les représenter vraiment dans le plan. Et pour ça, il y a une convention qui est utilisée par tout le monde. Hein, c'est avec des flèches comme ça. Alors, je vais dessiner, je vous montre ce que ça donne, puis je vous explique juste après d'où vient cette convention. Si je veux faire... donc ça, c'est en perspective. Voilà. Je vais dessiner la même base, mais de profil, idem. De profil, c'est-à-dire que je veux faire un dessin simple dans le plan. Dans ce cas, par exemple, je peux mettre E1 comme ça. Et puis E2 qui part vers l'arrière, qui part vers le fond, je le dessine
comme ça. Ça, c'est E2. Alors, pourquoi je dis que ça symbolise une flèche qui part vers l'arrière? Eh ben, il faut penser à une flèche d'Indien, c'est de là que ça vient, hein. Donc, si ça, c'est la pointe du vecteur, ça, c'est l'arrière du vecteur, si vous voulez, quand on voit ça, c'est qu'on a notre œil qui est par là, qui est en train de regarder la flèche comme ça. Donc, quand on voit la croix, là, et le rond derrière, en fait, la croix, c'est les petites plumes de la flèche, et le rond derrière, bah, c'est la base du cône qui fait la pointe de la flèche. C'est ça l'idée, en fait. Hein, donc, bon, cette représentation ultra simplifiée, tout le monde l'a adoptée en physique. Donc, ce E2, il part vers l'arrière. Je mets qui pointe vers le fond, ou pointe vers l'arrière de la feuille. Pointe vers l'arrière. Voilà. Et puis E3, donc j'avais dit que je le faisais en rose, mais bon, en orange. Il est vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la même base qu'au-dessus, mais représentée du côté. C'est la représentation plane. Voilà. Oui, alors, autre représentation possible. Je peux commencer par E1, mais je peux orienter, vous voyez, le E1, c'est ce vecteur bleu. Je peux l'orienter vers vous. Et donc, qu'est-ce que vous voyez quand j'oriente le vecteur E1 vers vous? Bah, vous voyez déjà une flèche bleue qui pointe vers vous. Donc, vous mettez à la place de l'œil qui est ici. L'œil, il voit d'abord la pointe, puis après, il voit ce rond-là qui cache les plumes qui sont derrière. Donc, en fait, quand je veux dessiner ça, je fais simplement un rond comme ça, et je dis, bah voilà, ça c'est le vecteur unitaire E1. Il pointe vers nous, vers vous. Bon. Et si je veux continuer à dessiner la base, bah après je représente E2, il est perpendiculaire à E1, hein, donc il est dans le plan du tableau. Et puis le vecteur E3, c'est un vecteur unitaire, qui est perpendiculaire à E2 et à E1. Voilà, il pointe comme ça. Okay, voilà. Si vous avez compris ça, vous saurez dessiner n'importe quel vecteur en représentation plane. Donc, si vous voulez, là, à ce niveau-là, à côté de ça, vous pouvez découper-coller ce schéma ou y faire référence, peut-être en mettant des petits numéros. Il faudrait peut-être que je mette des numéros pour que ce soit plus simple. Mais voilà, j'appelle ça convention de représentation à 2 dimensions. On essaye de voir si vous avez bien compris. Petite question que je lance. Les bases indirectes. Alors, oui, tiens, qu'est-ce que c'est que les bases indirectes? C'est ça votre question? Ben, c'est quand imaginez que le vecteur E3, il parte vers le bas. Au lieu de partir vers le haut, ça serait une base indirecte. Alors, puisque vous posez la question, je vais le rajouter. Hein. Contre-exemple, je vais mettre au contraire. Et puis je fais une petite représentation. Par exemple, de profil. Si j'avais pour la base suivante, bon, que je dessine rapidement comme ça, E2 est là, E3, il me manque E1. Voilà. Imaginez que E1 et E2 soient les mêmes qu'à côté. Ben, si le vecteur E3 il part vers le bas, ben ça c'est pas une base directe. On dit que c'est une base indirecte. La base suivante est indirecte. Alors, c'est pas juste vers le haut, vers le bas, je répète le truc, hein, soit vous prenez la règle de la main droite, hein, si vous avez mis le premier vecteur sur votre pouce, le deuxième vecteur sur votre index, si le troisième vecteur pointe comme le majeur, la base est directe. Par contre, s'il pointe dans le sens inverse, base indirecte. Alors, E1, E2, E3 est une base directe. Et donc la question que je pose, c'est les bases suivantes qui sont listées, est-ce qu'elles sont directes ou indirectes, à votre avis? Donc c'est un petit peu il y a une petite difficulté qui est la représentation dans l'espace. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met le pouce, par exemple, je prends la première, si on met E2 suivant le pouce, E3 suivant l'index, est-ce que E1 se trouve suivant le majeur ou pas? Ça, c'est une façon de voir les choses.
Ah, bah zut, il y a les résultats en direct, ça j'aime pas trop, parce que ça influence. Voilà. Je vous le montre aussi, si vous voulez, avec ça, hein, pour la première question. Donc c'est E2, E3, E1. Regardez, E2, c'était le vert. Le vert. E3, c'était le rose. Et E1, c'est le bleu. D'accord ? Donc la question, c'est si je commence par le vert, qu'ensuite je vais sur le rose, est-ce que en complétant avec ce troisième vecteur, est-ce que ça fait une base directe ou pas? C'est une base directe. Alors je répète pourquoi, parce que je vous le montre comme ça. Si je passe de E2 à E3, je tourne dans ce sens-là, je remonte, et là j'ai le troisième vecteur, E3. Donc c'est une base directe. D'accord ? Je passe du premier au deuxième en tournant vers la gauche, et quand je remonte, j'ai mon troisième vecteur. C'est bon. Mais vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Hein. Voilà, ça donne le même résultat. Alors, essayez de faire les autres. Donc, la question, c'est E3, E1 d'abord, E3 et E2. Alors, regardez, si je pars de E1 et que je tourne vers la gauche, j'arrive bien sur E3. Mais pour que ce soit une base directe, il faudrait que j'obtienne le troisième vecteur, qui s'appelle ici E2, il faudrait que je l'obtienne vers le haut. Or, il est en train de pointer vers le bas. Voilà. Donc, cette base-là, E1, E3, E2, est une base indirecte. Je pourrais vous laisser un peu plus de temps, c'est très partagé, la troisième et la quatrième. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, et puis on discute de la réponse la prochaine fois. Donc vous notez sur vos cahiers si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous vous posez la question, c'est une question d'orientation. Hein, évidemment, quand on voit bien dans l'espace, c'est plus simple. Est-ce que moins E1, moins E2, moins E3, est-ce que c'est une base directe ou pas? Puis la dernière aussi. Et puis un petit peu plus tard, vous verrez une méthode calculatoire. Voilà, donc si vous avez du mal à voir dans l'espace, eh ben, sachez que après, je vous donnerai une méthode où on fait juste un calcul. Si on trouve quelque chose de positif, c'est bon, c'est direct. Quand c'est négatif, c'est indirect. Voilà. Donc vous pourrez être sauvé par le calcul. Oui. Donc petit 2, produit scalaire. Produit scalaire, alors, quand je vais écrire des calculs, ça sera supposé dans une base orthonormée. Alors, je vais prendre tout de suite des exemples parce que vous connaissez ça. Et en même temps, ça donne différentes notations pour les coordonnées des vecteurs. Donc le premier vecteur, je vais écrire ces composantes comme ça, 3, moins 4 et 2. Voilà, on peut les écrire en ligne, on peut les écrire en colonne. Les deux sont très utilisés en physique et en mathématiques. Et je vais prendre un vecteur B ou OB, hein, si vous voulez. Voilà, je ne sais pas comment vous avez l'habitude d'écrire. Je vais mettre OA et OB. Hein. O, c'est un point origine. Voilà. OB. Donc, je vais prendre 4, 3, 0. 4, 3, 0. Voilà. Et on regarde que vaut, enfin vous regardez, vous me dites que vaut le produit scalaire. Faites-le sans regarder au tableau, vous savez tous faire. Que vaut le produit scalaire de ces deux vecteurs et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bon, je pense que vous avez trouvé 0 comme moi, j'espère. Et la conclusion, c'est que les deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Voilà. Hein, donc, un truc important à savoir. Alors, pour les notations, je vais mettre autre notation. Donc, par exemple, je peux écrire explicitement les coordonnées dans la base, mettons E1, E2, E3. Hein, donc, c'est pour OA, ça fait 3E1 moins 4E2 plus 2E3. Voilà. Ou alors, je peux écrire en ligne. Des fois, ça dépend juste de la place qui reste au tableau hein, pour le choix. Donc 3, qu'est-ce que j'ai dit? Moins 4, 2, comme ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça? On peut calculer la norme. La norme du vecteur B, par exemple. On peut la donner, donc norme. La norme carrée de B, hein, donc norme au carré. Ben, c'est le produit scalaire. On peut dire que c'est. Alors, j'ai mis B, oui, B, c'est le vecteur OB. Alors, je vais garder cette notation-là. Hein, donc, c'est le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Voilà, donc vous savez que ça fait 4 fois 4 plus 3 fois 3. Il faut connaître ces tables de multiplication, parce que des fois, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Normalement, vous trouvez 25 avec ça. Et donc, on en déduit que la norme de OB, c'est 5. Voilà. Alors, je ne mets pas mètre ou quoi que ce soit, parce que, bon, pour l'instant, c'est juste l'aspect mathématique qui m'intéresse. Alors, une fois qu'on a calculé la norme, ça permet d'introduire ce qu'on appelle la normalisation d'un vecteur. Normalisation de B. Ben, ça consiste, quand on fait la normalisation de B, ça consiste à calculer les composantes du vecteur qui se dirigent comme B, même direction dans l'espace, mais qui a comme norme 1. Donc ça consiste à calculer, à exprimer ce vecteur. E, en général, quand je vais mettre E, ça sera un vecteur unitaire. Pareil, si je mets un petit u, en général, ça sera un vecteur unitaire. Hein, c'est les deux conventions. E, c'est peut-être plus utilisé dans les pays anglo-saxons. Bon, je prends E parce que je sais que mon collègue qui fait la mécanique du solide, il a l'habitude d'écrire E. Ça vous fait toujours la même notation. Mais voilà, en France, dans les bouquins de physique française, souvent on note U, c'est vecteur unitaire. Donc E égale, ben, je prends le vecteur OB. Alors vecteur B, ouais, vecteur OB, c'est OB, vecteur, divisé par sa norme. Voilà. Donc c'est un vecteur qui est proportionnel à OB, c'est-à-dire qui pointe dans la même direction de l'espace que OB, et sa norme, évidemment, c'est la norme unité, parce que la norme de E, ça fait norme de OB sur norme de OB. Hein, donc on a évidemment E, norme de E, égale 1, et il pointe dans la même direction. Voilà. Donc ça s'appelle ce vecteur E, on dit aussi le vecteur normalisé. Voilà. On dit qu'on a normalisé le vecteur OB. Voilà. C'est juste un petit vocabulaire qu'il faut connaître. Alors, il y a une autre présentation mathématique possible du produit scalaire. Si je représente voilà, le point O, le point A, et puis un point B, je vais mettre une autre couleur. Voilà, le point B est là. Le produit scalaire de ces deux vecteurs, OA scalaire OB, je peux l'exprimer à partir de l'angle que font dans l'espace ces deux vecteurs. Donc je peux dire que c'est norme de OA fois norme de OB fois le cosinus de cet angle-là. Bon, donc moi, les normes des vecteurs, quand c'est norme de OA, j'écris distance OA. Norme de OB, distance OB. Cos θ. Voilà. Alors, géométriquement, ça correspond à quoi? Ben, on peut remarquer que, par exemple, si je fais OA fois cos θ, si ça c'est OA, et là on a l'angle θ, ben, je vous rappelle, le cosinus, ça nous donne la longueur projetée sur le même côté ici. Donc, je vais dessiner le projeté orthogonal du point A sur la direction du vecteur B. Je vais faire un tout petit peu plus court pour que vous voyez bien, même du fond. Voilà. Donc je fais la projection là à la perpendiculaire. Ça définit, mettons, un point H. Le triangle OAH, c'est un triangle rectangle en H. Et donc, si je parle de OA cosinus θ, ben, c'est la même chose que OH. Voilà. Donc, le produit scalaire OA, produit scalaire OB, eh bien, c'est OH fois OB. Voilà.
Donc on peut dire qu'on a projeté aussi, on a projeté le point A sur la direction du vecteur OB. Le vecteur OH, on peut aussi l'écrire lui-même. Là j'ai écrit sa longueur. On peut avoir besoin d'écrire le vecteur OH. Donc je peux dire par exemple, on a vecteur OH, c'est quoi? C'est la longueur OH que multiplie le vecteur unitaire pointant dans la direction de B, c'est-à-dire le vecteur normalisé, voilà, que j'ai noté E, ce vecteur-là. Bon, et on peut rassembler tout ça en disant que ce OH, comme je l'ai écrit ici, c'est OA cos θ, hein, donc c'est OA cos θ fois ce vecteur E. Voilà, et puis E, on peut dire que c'est OB, vecteur OB sur norme de OB. Voilà, donc tout ça, il faut savoir l'écrire sans problème. Voilà, je peux aussi écrire donc OH, c'est OA produit scalaire E. OA produit scalaire E. Hein, E, c'est toujours ici le vecteur que je viens de définir là, hein, c'est-à-dire le vecteur unitaire orienté dans la direction de B. Donc voilà, ça me donne cette formule-là. OH égale OA scalaire E multiplié par ce vecteur E. Hein, donc ce vecteur, on dit que ce vecteur OH, c'est la projection du vecteur OA dans la direction de B. Projection de OA dans la direction de B. Bon, donc ça c'est surtout utile quand on a déjà des composantes, on connaît les composantes des deux vecteurs en question. Alors toujours dans ce genre de calcul, bon, il y a une règle que vous connaissez bien, je la rappelle. On a, je mets remarque, qui peut servir pour simplifier ces calculs. Si j'ai trois vecteurs, par exemple, allez, U et V et W, je peux faire U produit scalaire V plus W. Hein, donc là, j'écris les vecteurs avec une seule lettre, comme vous le faites en mathématiques. Bon, bah, il faut savoir que c'est la même chose que U produit scalaire V plus U produit scalaire W. Voilà, j'ai distribué le vecteur U, la distributivité du produit scalaire. Okay. Alors, donc ça c'est bien pour quand on a les coordonnées, comme je disais, pour faire du calcul, mais peut-être encore plus important, il faut savoir faire ça géométriquement, parce que très souvent, un problème de mécanique, ça commence par un petit dessin, on représente l'orientation des forces et on raisonne à partir du dessin. Donc, le truc de base, je vous le rappelle parce que c'est vraiment très important, mais j'ai déjà dit en TD, il faut savoir sur le bout des doigts se repérer dans le triangle rectangle et savoir faire ses projections sinus et cosinus. Hein, donc j'ai vu en TD que c'est pas encore évident pour tout le monde. Donc voilà, j'ai un vecteur, j'ai un triangle rectangle ici. Je vais mettre A, B, C. AC, c'est la longueur de l'hypoténuse. Je mets, mettons, un angle θ ici. Hein, donc ça, vous l'avez déjà, mais je préfère le réécrire. Quand je projette l'hypoténuse en face de l'angle, c'est L fois sinus fois le sinus de l'angle. Donc, j'insiste, vous allez me dire, mais oui, je le sais, parce que je sais que sinus θ, c'est ça sur ça. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est utile quand on fait de la mécanique. Ce qui est plus utile, c'est qu'on part de ce genre de vecteur et on va chercher ensuite ses composantes. Donc, pour trouver ces composantes, on a besoin de savoir quelle est cette longueur en fonction de celle-là. Donc, ça va beaucoup plus vite si vous avez déjà en tête que quand on projette en face, il suffit de multiplier par le sinus. Quand on projette sur le même côté, on multiplie par le cosinus. Donc, ça serait pas mal d'avoir cette figure-là en tête. Hein, si vous n'êtes pas capable de le faire rapidement, je vous ferai copier 100 fois ce petit dessin-là. Donc je vous donne les coordonnées, cette fois, de deux vecteurs.
Et je vous demande, alors c'est pas de tête, hein, il faut prendre sa calculatrice pour ça. Je vous demande de me calculer l'angle entre ces deux vecteurs. Voilà qui peut servir dans certains exercices. Si, voilà, petit exercice, si on a OA 1, 2, 2 et OB qui a comme coordonnées 2, 2, 1. Voilà, j'écris en colonne, comme ça vous montre qu'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Je voudrais connaître l'angle entre ces deux vecteurs. En fait, ça utilise uniquement la notion de produit scalaire. Hein. Le fait que ce soit direct ou pas, ici, ça ne joue aucun rôle. Alors, oui, bonne remarque sur les notations. Il y a différentes notations possibles. Soit on met une seule parenthèse, soit on en met deux. Voilà. Ça dépend du livre. Alors, je ne sais pas si en mathématiques, on vous oblige toujours à fermer la parenthèse. Peut-être. Mais en physique, on fait aussi comme ça. Alors, pour ceux qui sont complètement bloqués, je dis ça parce que je vois très peu de réponses. L'idée, c'est que je viens de vous présenter en fait deux façons de calculer le produit scalaire. Deux façons qui doivent donner la même chose. Or, une des deux façons fait intervenir l'angle θ. Il suffit de comparer ces deux façons de calculer le produit scalaire. Bon, alors je commence à le faire pendant que vous finissez votre calcul. Voilà. Vous me dites, hein, je peux faire des erreurs au tableau, faut pas me faire confiance, c'est ça? Confirmé. Et du coup, le cosinus θ, bon, ça fait une certaine valeur que j'écris pour l'instant voilà, avec une fraction. On prend sa calculatrice et on trouve θ. Donc je suppose que c'est 27 degrés puisque il y a quand même un paquet qui ont trouvé ça. Voilà. Hein, donc pratiquement tous ceux qui ont répondu. Alors peut-être que le 1, je ne sais pas, c'est une calculatrice qui est mise en radians au lieu de degrés. Je ne sais pas. Hein. À peu près, bien sûr. Ok? Ça va pour tout le monde? Alors, peut-être encore une sur les produits scalaires. Alors, notez la question. Je ne sais pas si on corrige tout de suite. Notez-la. Que vaut, nouvelle question. Que vaut la composante ? Alors c'est toujours des vecteurs, hein, on peut dire OA et OB. Alors la composante, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de OH. Hein. OH, c'était le vecteur le projeté orthogonal de OA sur la direction du vecteur B. C'est de ça dont je parle. Hein. C'est en fait la valeur algébrique OH. Donc je vais le représenter. Donc en fait, la question, par rapport à ce que j'ai fait comme petit dessin avant, c'est quelle est cette distance, que vaut la distance OH que j'obtiens en projetant le vecteur OA dans la direction du vecteur OB. C'est les mêmes qu'avant? Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, alors là, effectivement, on peut se servir. Hein, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai posé cette question-là, parce que du coup, on peut se servir de la réponse qui est là. Hein. Je cherche, si vous voulez, la valeur algébrique OH. Quand je dis valeur algébrique, ça veut dire quoi? C'est parce que le vecteur B, ça nous donne non seulement une direction, mais ça nous donne aussi un sens. Hein, on a un axe qui va être orienté positivement de O vers B. Donc si H est dans la même direction que OB, on va compter une valeur algébrique OH positive. Si est dans la direction opposée, ça va être négatif. Bon. Et donc, on peut écrire OH égale la longueur OA, qu'on connaît, on l'a déjà calculé. Hein, donc, voilà, OA, que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux, qu'on a calculé, il vaut 8/9. Voilà. OA, on a dit qu'il avait une norme 3, ou je dis une bêtise, c'est ça. Hein, donc c'est 3 fois 8/9. Donc ça nous fait 8 tiers, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, vous avez trouvé? 8 tiers. Donc j'imagine que ça fait 2,67. C'est bien possible. Oui, c'est ça. Hein, donc à peu près égal à 2,67. Ok. Voilà. Donc notez les questions pour vérifier chez vous. Hein,
Si vous n'avez pas eu le temps de le faire ou si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, mais il faut revoir ça chez vous. Allez, peut-être encore un sur le produit scalaire, je ne sais pas. Ah oui, alors, calculer les composantes suivant machin. Quelles sont les composantes suivant x et y des différents vecteurs que j'ai représentés sur le petit dessin. Donc là, par contre, c'est une vision géométrique qu'il faut avoir. Hein, donc on n'a pas a priori les coordonnées. Il faut penser aux projections. Il faut penser à ce genre de petit dessin. Là, on est dans le plan. Donc il y a deux composantes, le vecteur P, et il a une composante suivant x et une composante suivant y. Voilà. Je veux les valeurs numériques de ces deux composantes. Si vous voulez, c'est les coordonnées. Hein. Quand on dit les composantes, là, on suppose qu'on a un vecteur, les vecteurs de base, on peut les appeler EX et EY. Si vous voulez, je les rajoute sur le schéma. EX, il pointe dans la direction de X et EY dans la direction de Y. Voilà, on imagine qu'on a deux vecteurs unitaires comme ça. C'est les vecteurs de base. Donc ce que je vous demande, ce sont les coordonnées. Hein. Les composantes, ce sont les coordonnées de ces trois vecteurs dans la base EX, EY. Par exemple, je prends le vecteur P. Alors, le vecteur P, je ne sais pas, c'était peut-être pas évident sur mon schéma. Le vecteur P, je choisis bien vertical. Il est bien vertical, il est parallèle à l'axe Y et donc il est perpendiculaire à l'axe X puisque tous les repères de base que je vais utiliser, ce sont des repères orthogonaux. Donc, le vecteur P n'a aucune composante suivant X. On peut dire que sa projection sur l'axe X, c'est le vecteur nul. Voilà. C'est cosinus, voilà, on multiplie par, norme de P fois cosinus 90 si on veut. Donc 0. PY, le vecteur P, il est déjà dirigé entièrement dans la direction Y. Donc on n'a pas de question à se poser. On prend juste la norme. Si vous voulez vous référer à la deuxième forme du produit scalaire que j'ai introduite, on fait norme de P, c'est-à-dire 2 fois cosinus de 0 degré qui fait 1. Enfin, c'est un petit peu inutile de dire ça. On a directement PY égale 2. Alors, le vecteur P, en plus, il pointe bien vers le bas, comme le vecteur EY. Donc, c'est bien un signe plus. Il faut toujours se demander, au final, est-ce qu'on a un signe plus ou signe moins. Okay. Voilà. Je pense que cela, vous aviez quasiment tous répondu. Alors, j'affiche peut-être les résultats en même temps pour voir. Donc, PX0, c'est bien, vous me l'avez tous mis. PY, vous avez mis 2. OK. Alors ensuite, TX. Donc, je prends ce vecteur-là. Alors ce vecteur-là, je vais regarder par exemple, je vais mettre le T à gauche pour avoir un tout petit peu plus de place, ici. Ce vecteur-là, je veux savoir quelle est sa composante suivant X. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Donc par exemple, je peux représenter ici, faire un petit triangle rectangle comme ça. Ce n'est pas la seule façon de faire. J'ai un petit triangle rectangle et je veux penser à ce qui est là-bas. Donc ici, je vois que j'ai un triangle rectangle dont l'hypoténuse a pour norme 2. Et si je connaissais cet angle-là, ça me permettrait d'appliquer L sinus θ, enfin quelque chose d'analogue. Hein, je ferais T fois sinus de cet angle-là que j'appelle θ. Sauf que cet angle-là, il faut reconnaître, ça serait bien qu'il vaut combien? Il vaut pi sur 6. C'est la règle mathématique des angles alternes-internes. Je vous rappelle, quand vous avez deux droites parallèles, cet angle-là, ils sont égaux. Hein, donc ça, vous le savez, mais il faut encore le reconnaître sur une figure. Donc ici, j'ai une droite parallèle à celle-là. Donc ici, j'ai aussi pi sur 6. Donc je peux le mettre ici. Hein, vous pouvez le rajouter sur votre schéma. Et donc, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, si je m'intéresse à ça, c'est la composante horizontale de ce vecteur jaune. La composante horizontale, ça correspond à la distance entre ce point-ci et ce point-là. Et en regardant mon schéma là, que j'ai en tête, je me dis, tiens, c'est norme de t, c'est-à-dire 2 fois le sinus de pi sur 6. Je l'écris. Je n'ai pas encore parlé du signe, mais il faut y penser à la fin. Donc la norme de t, c'est 2, sinus de pi sur 6. Okay. Alors ensuite, la question que je me pose, c'est est-ce que cette composante, je dois la compter positivement ou négativement? Je vois bien que le vecteur t il pointe plutôt vers la gauche, alors que l'axe x il pointe vers la droite. Donc, j'ai un signe négatif. Voilà.
Et puis pour finir, quand je peux, je simplifie. On ne peut pas toujours, hein, mais sinus de pi sur 6, vous devez savoir que ça fait 1,5. Voilà, donc ça fait moins 2 fois 1,5. Et donc, vous avez dû dire que ça fait moins 1. Tx moins 1. Voilà, hein, vous avez, je crois que c'est la version majoritaire qui s'affiche là. Voilà, Ty, je fais pareil. Donc, Ty, je peux me dire que c'est la distance en valeur absolue, c'est la composante du vecteur jaune sur la verticale. On ne parle pas du signe encore. Hein. Quelle est la composante du vecteur jaune sur la verticale? Je pense à ce qui est là-bas, je multiplie par un cosinus. J'écris puis je vous réponds. Donc Ty, en faisant abstraction du signe pour l'instant, c'est 2 fois cosinus du même angle, cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, je sais par cœur que ça fait racine de 3 sur 2. Et après, je me demande, tiens, au fait, est-ce que je mets un signe plus ou un signe moins? Le vecteur jaune, il a tendance à monter, hein, il monte, alors que le vecteur EY, il descend. Donc, il va y avoir un changement de signe. Je peux dire que ça fait moins 2 cosinus pi sur 6. Et donc, moins 2 fois racine de 3 sur 2. Et donc, moins racine de 3. Voilà. Alors, je fais pareil pour U. Alors, une façon de voir, par exemple, je peux tracer ici, on peut rajouter des petits traits au crayon sur la figure pour s'aider, c'est pas interdit. Hein. Je peux tracer des petits traits comme ça, et puis je peux me demander que vaut cet angle-là. Alors, est-ce que c'est clair pour vous ce qui vaut l'angle que je viens de tracer? Oui, il vaut aussi pi sur 6. D'accord ? Alors, ça, c'est des genres de trucs qu'il faut arriver à voir assez rapidement. Alors, vous pouvez introduire les angles sur le schéma, puis vérifier que ça fait bien pi sur 6. Voilà, il y a différentes façons de l'expliquer. Hein, en fait, si vous voulez, cet angle-là, plus pi sur 6, ça fait pi sur 2. Mais cet angle-là, plus pi sur 6, ça fait aussi pi sur 2. Voilà, donc le deuxième doit bien être égal à pi sur 6. Ou alors, il y a une autre façon de voir les choses, c'est la droite jaune, elle est perpendiculaire à la droite bleue, et la droite verticale est perpendiculaire à la droite horizontale. Donc, j'ai le même angle entre là et là. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça, géométriquement. J'ai pas de calcul à faire, je le vois, mais c'est peut-être une question d'habitude. En tout cas, il faut que vous arriviez à voir que ça, c'est pi sur 6. Bon, alors une fois que j'ai ça, pour calculer les composantes de ce vecteur U qui est unitaire, norme 1, c'est pareil, j'applique les formules qui sont là. Donc je vois par exemple qu'il pointe bien, il part vers la droite, donc cette composante suivant x, elle est positive. Donc je vais avoir une fois cosinus de pi sur 6 pour la composante x, donc c'est racine de 3 sur 2. Et puis pour y, alors il pointe vers le haut, mais y pointe vers le bas, donc ça va être une composante négative. Et j'ai donc moins une fois sinus de pi sur 6 suivant y. Et donc ça fait moins 1,5. D'accord ? Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. On doit, voilà. Hein, donc ça correspond à ce que vous avez mis, hein, c'est ça. Voilà, c'est bien la version majoritaire, c'était bien la bonne. Alors, j'ai encore deux, trois exercices sur le produit scalaire en réserve, mais je voudrais aborder le dernier petit paragraphe de rappel, entre guillemets. Alors celui-là, c'est plus un rappel, puisqu'il n'est plus au programme du lycée. C'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors, si je prends deux vecteurs, mettons U et V, donc pour les notations, la notation, voilà, je vais mettre W égale vecteur U, produit vectoriel V. Voilà comment ça se dit. U, produit vectoriel V. W égale U, produit vectoriel V. Donc on met une sorte de petit V renversé comme ça. Voilà. Comme les PGCD, là, pour ceux qui ont fait maths expert, peut-être, je ne sais pas si vous notez ça comme ça en maths, vous connaissez le truc, voilà. Hein, donc, en fait, c'est produit vectoriel. Alors, pourquoi on appelle ça un produit vectoriel? Parce que le résultat du produit vectoriel, c'est lui-même un vecteur. Alors que dans produit scalaire, il y a scalaire, et scalaire, ça veut dire nombre. Le résultat d'un produit scalaire, c'est un nombre. Le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur.
Alors, comment il définit ce produit vectoriel? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais le présenter géométriquement, de manière utile pour la physique. Puis, vous aurez une autre version à la fin de la première année ou en début de la deuxième année en mathématiques. Alors, les propriétés, et ce qui définit ce produit vectoriel, propriétés, puis je vous donnerai après une recette pour calculer ses composantes. Propriété, le vecteur W, il est perpendiculaire à U et à V. Perpendiculaire à U et à V. Sa norme, la norme de W, c'est l'aire du parallélogramme basé sur U et V. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez un petit dessin qui explique ça. En fait, dans le polycopier, je reviens sur les dessins. Bon, alors là, j'ai pris A, B et C. Donc C, c'est le produit vectoriel de A et B. Voilà. Alors, le parallélogramme, vous imaginez, dans l'espace, A et B, donc ils ne sont pas forcément des vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre. Le produit vectoriel est défini de manière générale. À partir de A et B, on peut construire un parallélogramme. Donc, avec U et V, c'est pareil. Je prends U et V, je les dessine dans le plan du tableau. U, V, comme ça. Eh bien, je peux construire un petit parallélogramme. Voilà. C'est l'aire de ce parallélogramme. Alors, au passage, l'aire d'un parallélogramme, comme ça, on peut la calculer comme ça. J'introduis l'angle θ entre U et V. Là, j'ai que deux vecteurs, donc je peux les placer dans le plan du tableau. C'est arbitraire. Alors, cette aire, c'est quoi? C'est norme de U fois norme de V fois le sinus, cette fois, de l'angle entre les deux. Donc la norme du produit scalaire, c'est norme de l'un fois norme de l'autre fois cosinus. La norme du produit vectoriel, c'est norme de l'un fois norme de l'autre fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs dont je suis parti. Alors comment est-ce qu'on passe de là à là? Comment est-ce qu'on démontre que ça, c'est la même chose que ça? C'est vous qui allez le démontrer chez vous. Mini, tout petit exercice de mathématiques. Donc question, pourquoi? Voilà, c'est de la géométrie élémentaire. Vérifiez ça chez vous. Enfin voilà, c'est une propriété à connaître. Et troisième propriété du produit vectoriel, je vous donnerai juste après la recette pour obtenir ce vecteur-là. Troisième propriété, la base ou le repère. Qu'est-ce que ou alors, non, plutôt le trièdre. Un trièdre, c'est un ensemble de trois vecteurs. Ça vous connaissez ce vocabulaire-là, vous avez déjà utilisé ça? Non, trièdre? Non? Eh bien, en tout cas, donc, je vais noter ça comme ça. L'ensemble U, V, W forme une base directe. Donc, quand on a un ensemble de trois vecteurs, on appelle ça un trièdre. Forme une base directe. Alors ça forme une base à condition que ces vecteurs, les deux vecteurs dont je suis parti, U et V, soient linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas alignés. Donc si U et V ne sont pas alignés, j'ai pas trop la place, ne sont pas alignés. Voilà. Bon, alors, si en terminale, on vous avait donné deux vecteurs U et V, je suis certain, si je vous donne les coordonnées de U et V, je suis sûr que vous arriveriez tous à en déduire, par exemple, les coordonnées d'un vecteur qui soit à la fois perpendiculaire à U et à V, comme le produit vectoriel. Vous pouvez le vérifier. Mais je vous donne une recette qu'il faut connaître pour avoir directement les composantes du produit vectoriel qui a toutes ces propriétés-là. Donc pour ça, je donne directement un exemple numérique avec deux vecteurs au hasard. Donc calcul
explicite de W, c'est-à-dire de U vectoriel V égale W, eh bien, pour faire ça, je dispose les coordonnées des vecteurs en colonnes. Donc voilà, c'est un peu plus pratique, vous allez voir pourquoi, de les mettre en colonne quand on fait ça. Donc j'ai pris 1, 2, 3 pour le premier vecteur et 4, 5, 6 pour le deuxième. Vous voyez, je me suis foulé. Et donc ça fait le vecteur W qui a les coordonnées suivantes. Pour calculer la première coordonnée, qu'est-ce que je fais? Quand on a compris, ça se fait de tête, hein, mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier, vous voyez, les premières coordonnées, c'est 1 et 4. Alors, je vais laisser tomber la première ligne, je vais m'intéresser aux deux autres lignes, et je les dispose comme ça, 2, 5, 3, 6. Je vais mettre première coordonnée. Je suis en train de calculer la première coordonnée du produit vectoriel. Donc, j'ai juste recopié, et en fait, je fais ça de tête normalement, ces deux coordonnées-là, 2, 3, 5, 6. Et ça me donne un moyen mémotechnique, en fait, pour calculer cette coordonnée. Je vais multiplier 2 par 6, et je vais retirer 3 fois 5. Donc, c'est 2 fois 6, moins 3 fois 5. Voilà. C'est un peu magique. On admet ça, hein, je ne fais pas la démonstration, vous le verrez en mathématiques. Donc ça fait 12 moins 15. Donc ça fait moins 3. Ben voilà, la première coordonnée de W, c'est moins 3. Okay. Ça va? La troisième coordonnée, ça ressemble beaucoup. Qu'est-ce que je fais pour avoir la troisième coordonnée? Eh bien, j'élimine la troisième ligne. Tout à l'heure, j'avais éliminé la première. Là, j'élimine la troisième ligne. Il me reste 1, 2, 4, 5. Et je fais la même chose. 1, 2, 4, 5. Comme ça. Et donc, je me refais un petit signe comme ça. Une sorte de gamma. Oui. Et donc, ça me fait... Ça, c'est une abréviation pour dire 1 fois 5 moins 2 fois 4. Voilà, donc ça fait 5 moins 8, ça fait moins 3 aussi, tiens. Ça fait pas de ça? Merci. Ok. Bah, n'hésitez pas à vérifier, effectivement, je suis super distrait. Voilà. Et puis, deuxième coordonnée. Alors, deuxième coordonnée, c'est un tout petit peu différent, c'est pour ça que je le mets en dernier, mais ça ressemble beaucoup. Deuxième coordonnée. Le sorte de gamma que j'ai fait, là, je le fais à l'envers. Voilà, c'est tout. Deuxième coordonnée, je dispose, donc j'enlève la deuxième ligne, il reste 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Et donc, je commence par ça et j'enlève ça. Donc, ça me fait 4 fois 3 moins 6 fois 1. C'est juste l'opposé de ce que j'obtiendrai avec les deux autres composantes. Donc là, ça fait 12 moins 6. Ça fait 6. Voilà. Donc là, ça fait un 6. Donc il suffit de le faire doucement, de vérifier. Donc ce vecteur-là, on peut facilement vérifier, tiens, on va le faire, qu'il est bien perpendiculaire aux deux vecteurs U et V dont je suis parti. Ok, donc on vérifie facilement. Vérifier que, bon, je vous laisse faire parce que c'est vraiment pas compliqué, que W est bien perpendiculaire à U et W est bien perpendiculaire à V. Voilà. C'est simple, vous appliquez le produit scalaire, ça marche. Bon, donc dernier truc à partir de ça. Une des propriétés, c'est que UVW, ça forme une base directe. Bon, bah ça, on l'admet. Hein, mais ça nous donne un moyen d'obtenir, en fait, de savoir juste à partir des coordonnées de 3 vecteurs de base,
ça nous permet de savoir s'il s'agit d'une base directe ou inverse, indirecte. Et donc, exemple, hein, comment savoir si un certain trièdre est direct? Si un trièdre, je vais mettre 3 vecteurs A, B, C, est direct. Bon, je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, niveau de batterie faible. Bon, ok, on va se dépêcher, de toute façon c'est l'heure. Alors, pour savoir si c'est direct, eh ben, je vais commencer par calculer le produit vectoriel de A et B, et je sais que le trièdre A, B, A produit vectoriel B, ça sera direct. Eh bien, réponse, donc on calcule V égale A produit vectoriel B, et donc on sait que dans ce cas, on sait que A, B, V est direct. Et donc pour savoir si A, B, C est direct, il suffit de regarder si le vecteur C qu'on avait est dans le même sens que le vecteur V, ou s'il pointe plutôt vers l'arrière. Donc comment savoir ça? Eh bien, ici je vais dire le trièdre A, B, C est direct lorsque C et V pointent dans la même direction de l'espace, c'est-à-dire sont telles que C produit scalaire V positif. Bon, donc exemple numérique, et puis sûrement on terminera avec ça. Je vous donne 3 vecteurs qui forment un trièdre, et vous me dites si c'est un trièdre direct ou pas. Et donc ça, surtout pour ceux qui ont du mal peut-être avec la vision dans l'espace, vous pouvez vous raccrocher à des coordonnées, à des calculs de produits vectoriels. Donc exemple, je donne comme vecteur A, ça va être 1, 1, 1. B, il aura comme coordonnée moins 1, 1, 1. Et le vecteur C, c'est 0, 0, 1. Voilà. Donc calculer le produit vectoriel A vectoriel B. Voilà. Je mets soit V égale A vectoriel B. Bah déjà, quelles sont ses composantes? Allez-y, calculez-le. Et après, on regarde si le produit scalaire de V avec C est positif ou pas. S'il est positif, c'est que ABC était direct. S'il est négatif, c'est que ABC était indirect. Les vecteurs A et B, ils n'ont pas besoin d'être perpendiculaires. Et vous n'avez pas besoin de vérifier. Hein, vous calculez les coordonnées de V, vous n'avez pas besoin de vérifier qu'il est perpendiculaire à A et B. Hein. Et C n'a pas besoin d'être perpendiculaire à A et B non plus. C'est un trièdre, mais qui n'est pas forcément orthogonal. Alors, comme ça va bientôt être l'heure, qu'est-ce que vous avez trouvé pour les composantes? C'est voilà, 0 moins 2, 2. Donc si vous êtes trompé, bah, vérifiez. Hein, moi aussi, je me trompe tout le temps. Il faut se relire, quoi. Hein. 0 moins 2, 2. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On calcule V produit scalaire C. Bon, bah, comment ça fait? Ça fait 0 fois 0, plus 0 fois moins 2, plus 2 fois 1, ça fait 2. C'est positif. Conclusion. Conclusion, l'ensemble de 3 vecteurs A, B, C. Conclusion, A, B, C est direct. D'accord? Donc attention, je ne suis pas en train de dire que ces 3 vecteurs sont orthogonaux les uns aux autres. A n'est pas forcément perpendiculaire à C, B n'est pas perpendiculaire à C. D'ailleurs, A n'est pas perpendiculaire à B. Okay. Mais simplement, ils forment un trièdre direct. Qu'est-ce que ça veut dire, direct? Ça veut dire que si je les représentais là, avec des petites barres dans l'espace, entre A et B,
il n'y a pas forcément 90 degrés. Mettons que A pointe vers vous, B est peut-être par là. N'empêche qu'entre A et B, j'ai tourné vers la gauche. Et donc pour avoir C, C, il est au-dessus de ce plan. Il n'est pas en dessous. Voilà l'idée. Donc, vous pouvez commencer à vous entraîner là dans les exercices. Je vous ferai un mail pour dire quels exercices vous pouvez faire. Voilà, mais dans le début de la petite feuille, il y en a. Je mettrai la correction. Voilà. Puis la prochaine fois, on fait vraiment de la mécanique.